Le sujet en question qui est développé, c'est le sujet de la barque. L'idée première, c'était de faire écho à un mythe et une légende locale. En fait, grosso modo, les Bretons sont arrivés dans la région avec des barques en pierre. C'est une légende qui va dater du 4e ou 5e siècle, mais qui fait en fait écho à mégalithes qu'on flottait dans le golfe du Morbihan pour pouvoir être déplacés et installés, et ce d'une manière évolutive. C'est assez fascinant. Bienvenue sur La Traversée sonore qui vous fait découvrir les artistes de l'exposition Dialogie, de l'éclaircie à l'horizon, qui recouvre actuellement une partie du premier étage de la traverse à Vannes. Dans ce 11e épisode, nous allons à la rencontre de l'artiste Amir Roti. Je m'appelle Amir, je suis artiste plasticien, principalement de la sculpture. Après, je fais pas mal de tatous aussi à côté. Et puis, j'ai évolué dans la culture du graffiti, grosso modo, depuis l'adolescence jusqu'à maintenant. Après, il y a un parcours, on va dire, éducatif pour moi que je maintiens toujours à l'heure actuelle. Une grosse partie de ma famille travaille là-dedans. Artistiquement parlant. J'ai des parents qui sont tous les deux sculpteurs à la base, dans la pierre froide, quoi, dans le marbre. Par des formations, j'ai grandi que dans des ateliers, et du coup, bon, j'étais dans le système éducatif comme tout le monde, mais j'ai vraiment passé beaucoup de temps sans le savoir, en fait, dans des ateliers de sculpture en France ou ailleurs en Europe. Et, euh, et ça a été... Enfin, ça fait partie de mon ADN. J'ai pas connu grand-chose, tu vois, au fur et à mesure de l'avancée de ma vie, quoi. Alors, j'ai bossé dans des salons, mais maintenant, en gros, vu que mon activité principale, ça reste la sculpture et que justement, elle se pratique en atelier, j'ai un salon de tatou privé dans l'atelier de sculpture qui me permet de travailler dans des très très bonnes conditions et surtout de gérer mon temps d'une manière optimum. Et puis oui, après, il y a une vraie pratique d'atelier pour la sculpture, à savoir que quand tu es artiste et quand tu fais de la sculpture, en tout cas de l'art plastique, tu as un vrai travail de recherche quotidien sur le développement de ton travail, quoi. Donc l'atelier est hyper important. Alors, moi, je te dirais oui, c'est indéniable. Par exemple, en Océanie, dans certains peuples océaniens, le tatoueur le plus connu est souvent sculpteur sur bois, quoi. Il va faire des tikis et il y a aucune différence, c'est-à-dire que c'est la même personne. Tu vas comprendre, entre guillemets, les esprits et ensuite travailler le corps. Je suis pas un grand spécialiste de ces cultures-là, mais je sais qu'Haïti a un gros parallèle à faire entre l'outil de tatou traditionnel et le ciseau à pierre, enfin le ciseau à bois ou le ciseau à pierre. Souvent, d'ailleurs, c'est ça qui est dingue, c'est que dans ces régions-là du monde, il y a un travail du bois avec des outils en pierre. Et le parallèle avec cette région-là, il est flagrant parce que justement, tu as une tradition d'outils en pierre, notamment en jade, qui sont uniques au monde, en tout cas dans le monde occidental. Ouais. Pour moi, l'épicentre de ma recherche, c'est la paix, quoi. Comment arriver à développer la paix, optimiser la paix dans l'espace public. Parce que j'estime que on a beaucoup d'outils dans cette époque contemporaine, des outils plastiques, numériques, et encore plus. Maintenant, on parle d'intelligence artificielle. En fin de compte, ça va créer des rapports au temps qui sont plus accélérateurs, entre guillemets, que posés, quoi. Enfin, quand on a une information médiatique qui remonte jusqu'à notre conscience, ce qui est assez dur d'éviter parce qu'en fait, on a accès à des médias en continu sur notre téléphone, sur des kiosques dans la rue, que ce soit des pubs, etc. On a systématiquement une information stressante qui, qui nous arrive, et il y a une information apaisante et pas forcément un contenu apaisant n'est pas forcément euh, quotidien, quoi. On cherche toujours à nous vendre quelque chose. Et c'est vrai qu'on en oublie justement l'importance de la paix dans notre propre système. C'est-à-dire qu'en soi, la guerre, c'est un système économique, mais la paix, c'en est aussi un autre. Et c'est vrai que si personne prend les devants justement pour représenter la paix, ben, en fait, la violence prend tout de suite le dessus parce que ça génère de l'adrénaline, ça permet de vendre plus de trucs. Et ouais, enfin,
à titre personnel, moi, ça m'horripile et je vais vraiment m'axer sur le fait d'essayer de pas contrecarrer, pas de saboter ça, mais en tout cas, étudier des logiques simples, efficaces, qui permettent d'optimiser la paix. Si ce n'est à distance, ça sera autour de moi, quoi. Le fait d'aller lentement, c'est une illusion. C'est-à-dire que le fait d'être apaisé et de réfléchir posément va permettre de prendre moins de décisions, mais de meilleure qualité, entre guillemets. Donc, ça, c'est un cheminement qui est pas forcément logique dans l'éducation globale qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'on va plus pousser les gens justement à forcer, à se blesser et à faire des erreurs, parce que ça sera plus rentable que le contraire, quoi. Voilà. Et je trouve que c'est particulièrement développé, voilà, depuis l'arrivée d'Internet, du smartphone, etc., qui fait qu'on a un rapport global, universel, qui est quasi instantané. Et ça a des très grands avantages, mais en parallèle, il y a forcément un contre-coup et je trouve ça hyper important et intéressant d'utiliser ces avantages-là de la technologie accessible à tous pour justement sensibiliser les gens à la contemplation et à la simplicité, dans le sens où, en fait, que ce soit la nature ou la lumière, ne serait-ce que la lumière, comprendre la lumière, comprendre les étoiles, le cosmos, les marées, etc. Enfin, c'est déjà colossal comme savoir et comme sujet, qu'il n'y a pas forcément besoin de plus, quoi. Enfin, voilà. Il y a pas forcément besoin je sais pas, d'aller consommer dans un hypermarché et d'acheter des trucs dont on n'a aucune notion de la provenance, qui vont avoir un contre-coup potentiel sur notre santé, voilà, sans même qu'on ait conscience de ça. Bah, déjà, j'ai fait la recherche sur le net et enfin, ça a fait bugger Google, donc je me suis dit, ça commence à être intéressant. Euh, et après, du coup, j'ai dû relire la définition qui m'avait été transmise, écrite. Et ouais, ça fait sens. Si j'ai bien compris, en grosso modo, c'est un concept où il y a deux entités opposées qui sont en constante complémentarité, c'est-à-dire qu'elles travaillent ensemble, quoi. C'est vachement proche. C'est pas forcément le bien et le mal. Justement, ça peut être la lumière, la matière, ça peut être le noir, le blanc. Donc, c'est très proche des logiques assez ancestrales, type voilà, bouddhisme, etc. Enfin, pour moi, le fait que ça se passe ici, ça a pas mal de sens parce que justement, on reste dans un berceau granitique et justement, ces systèmes de pensée-là, souvent, sont dans des berceaux granitiques, quoi. Que ce soit en Scandinavie, au Japon ou en Chine, il y a un rapport très simple, justement, dialogique enfin, plus ou moins, euh, qui est installé dans ces cultures-là et qui me parle beaucoup, quoi. Et le fait de le retrouver ici, ouais, je trouvais ça assez marrant, assez intéressant et particulièrement constructif. Ouais. Le fait d'avoir ça comme thématique de création. En fait, si tu veux, moi, je suis rentré, j'ai fait un lycée comme tout le monde, quoi. Et après, c'était soit je partais aux Beaux-Arts, et à ce moment-là, j'avais un dossier pour du graffiti. Du coup, bon, soit je partais aux Beaux-Arts et genre, je ressombrais dans le truc et, et j'apprenais pas forcément de mes erreurs, soit j'allais bosser comme tailleur de pierre, tu vois. Très étonnamment, ça m'a pas calmé, c'est-à-dire que ça a plus renforcé ma logique de tailleur que de l'avoir canalisé. Au départ, je me suis dit, vas-y, j'arrête littéralement de taille, etc. Mais enfin, ça a été trop fort, c'est revenu après, mais c'est revenu en fait en ayant une lecture, tu vois, des bâtiments historiques, voilà, qui étaient hyper pointus. Et en fait, je me suis rendu compte que cette logique de Goethe, en fait, elle est omniprésente à travers chaque génération. Et dans la pierre, il y a, dans le milieu de la taille de pierre, tu vois, il y a vraiment un entretien de cette logique-là, de génération en génération. Mais c'est vrai que l'arrivée de la bombe à aérosol, ça a quand même pas mal révolutionné le truc. C'est-à-dire que ça a augmenté la quantité de vandalisme.
mais pas forcément, ça l'a pas forcément inscrit dans un temps qui était suspendu comme les corporations de Pireux, tu vois, l'ont fait dans les courants précédents. Voilà. Et ouais, et du coup, bah, en fait, quand tu rentres dans ce système-là, grosso modo, quand tu vas restaurer des bâtiments type, je sais pas, église du 6e siècle, t'empiles des cailloux, tu tailles des cailloux, tu vois, c'est un bout de caillou. Tu vois un espèce de... Enfin, en gros, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on construit un théâtre, tu vois. Donc, tu construis un théâtre avec des cérémonies, etc. On n'a aucune affinité avec le dogme qui se passe dans le bâtiment, qui soit chrétien, musulman, etc. Parce que nous, on voit l'aspect pragmatique du truc, quoi. Il faut prendre le caillou, il faut monter le caillou à 60 mètres de haut, voilà, le machin il risque de tomber sur quelqu'un, on se casse le dos, il y a des embrouilles, il y a des histoires d'hommes à gérer sur le chantier, etc. Ce qui fait que on a une vraie distance par rapport à la croyance, au terme croyance. Après, on voit que bon, bah, il y a une nécessité de croire en quelque chose, quoi. Mais on se met tous d'accord dans notre fonctionnement que du coup, il y a un truc, mais on ne va pas forcément prendre parti pris parce que nous, on est dans les coulisses et on s'occupe de l'entretien du lieu de culte, quoi. Et, et voilà, et la conclusion, c'est qu'en fait, moi, je crois en rien, mais rien que ça, c'est déjà croire en quelque chose. Et, et, et ça me suffit amplement, quoi. Voilà. Et dès que je vais apercevoir quelqu'un à 10 km commencer à avoir raison sur tout, et que ce soit, tu vois, n'importe quel dogme, je vais vraiment faire un pas de côté et arrêter de l'écouter directement. Enfin, je crois en ça, quoi. Le sujet en question enfin, qui est développé, c'est le sujet de la barque. Euh, et du coup, l'idée première, c'était de faire écho à un mythe et une légende locale qui dit que... Enfin, l'idée de départ, c'est qu'en fait, grosso modo, les Bretons sont arrivés dans la région avec des barques en pierre. Voilà, mais en gros, ça, c'est une légende qui va dater du 4e ou 5e siècle, peut-être même le 6e, je ne sais plus précisément, mais qui fait en fait écho à des mégalithes qui ont flotté dans le golfe du Morbihan pour pouvoir être déplacés et installés, et ce d'une manière évolutive. Et tout ça, ça s'est développé bien avant, c'est-à-dire à peu près 4000 ans avant, quoi. Donc, et c'est assez fascinant parce qu'en fait, euh, tu te rends compte que déjà, pour pouvoir travailler la pierre dure, donc ici, tu as des orthogneises, des granites, ensuite, tu as des quartzites, des jades qui ont été travaillés, mais au summum de la qualité, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'orfèvrerie. Euh, pour pouvoir générer toute cette logistique-là de transport de blocs mégalithiques, à savoir qu'il y a des blocs qui vont, je crois, jusqu'à 210 ou 280 tonnes, donc on n'est pas sur on est sur des immeubles plus que des petits cailloux. En fait, il y a un travail donc, de l'affûtage de la pierre qui va amener au travail de la taille du bois, voilà, qui lui va amener à une logique de charpente, donc préhistorique, qui elle va pouvoir ouvrir une ingénierie qui va permettre de concevoir des bateaux, et en parallèle, je pense par amusement, parce que la logistique entre transporter un bateau et transporter un bloc est assez proche, et en parallèle, transporter des blocs, au point où en fait que le transport de blocs potentiellement peut devenir une optimisation de la société, euh, comme un travail de recherche, et améliorer l'ingénierie navale de l'époque. Mais quand on arrive à transporter des blocs de 210 à 280 tonnes, ça commence à être complexe comme ingénierie, quoi. Et c'est beaucoup de bouts de bois, c'est beaucoup de connaissances dans le travail de la taille du bois, de charpente, etc. C'est pas du tout quelque chose d'anodin, quoi. Et on va pas faire des vaisseaux de cette taille-là pour pouvoir simplement
Alors, ça a permis de bouger des blocs sur 8-10 km ici, mais une fois le vaisseau conçu, ben, ça se trouve, il va jusqu'au sud de l'Espagne, jusqu'au nord du Danemark sans problème, et on peut transporter des choses. Donc, c'était l'installation qui a été faite ici, c'est un écho à tout ça. C'est-à-dire que le but, c'était de montrer qu'en fin de compte, euh, nous, on va avoir un mégalithe, mais ce mégalithe, c'est plus un prétexte à développer une ingénierie navale. Et l'ingénierie navale, elle va se développer pour pouvoir transporter le mégalithe. Et du coup, la sculpture centrale, elle est conçue en deux parties. Tu as une partie en pierre, justement, qui symbolise une barque. Donc, elle va être très douce, très apaisante, très détaillée en termes de veinage, avec un bloc qui vient de Laponie norvégienne. Voilà, c'est une quartzite assez particulière qui est très, très proche de certaines quartzites qu'on retrouve justement à Karnak. Alors, c'est pas la même, mais en tout cas, il y a des parties de cette quartzite-là qui a de la jade dans sa composition, parce que la jade correspond à une veine très affinée de la quartzite. Et ça fait écho justement à la tradition locale du travail de la jade et de la quartzite. Cette vasque-là, qui paraît très légère, qui paraît très, très affinée, en fait, elle est posée sur un socle euh, qui est taillé à la gouge et à la hache, donc avec des logiques quasi médiévales. Il n'y a pas de colle, c'est que du tenon de mortaise en assemblage. Donc il n'y a rien de contemporain, c'est très rudimentaire. Et le développement de ce socle-là, en fait, il a été fait en fonction de la résistance du bois par rapport à la masse de la vasque. Donc du coup, on n'est pas du tout sur une charpente comment dire, logique, mais par contre, voilà, qui est, enfin, logique en termes de bâtiment, mais par contre, elle fonctionne parfaitement pour l'appui de la vasque. Et c'est là où on se rapproche un peu plus de la logique, à mon avis, dite préhistorique, dans le sens où on va plus étudier le bois pour sa résistance et sa capacité physique dans l'espace, que ce soit dans l'eau, voilà, pour gérer des masses, que juste pour son aspect esthétique ou son aspect de construction pure et dure dans un bâtiment. J'ai toujours été hyper attiré par la Bretagne pour ses sites mégalithiques, mais j'ai tendance à vraiment prendre mon temps avant d'aller voir un site. Et des fois, ça va me prendre 10 ans, 15 ans, tu vois. Donc, je vais me renseigner pendant toutes ces années-là, vraiment ratisser tout ce qui m'intéresse en termes d'archives et autres. Et en général, quand c'est le bon moment, ben, il y a un éveil qui se fait. Et voilà. Donc, il y a eu une première découverte du site de Karnak pour moi qui s'est faite il y a 2 mois avec un ami à moi qui est d'ici, où là, ben, ouais, j'ai pu voir l'importance du site, quoi, notamment des alignements. Et ça m'a impressionné. Parce qu'il y a quand même il y a des mégalithes de 70 tonnes, pagaille. Et si là, à l'heure contemporaine, tu veux bouger 60 tonnes, 70 tonnes, c'est un pataquès, quoi. Alors, c'est possible, mais c'est vraiment compliqué, quoi. Parce que tu es obligé d'avoir des grues qui sont sur des convois exceptionnels. Du coup, tu es obligé d'avoir les autorités qui bloquent la route, tu vois. Et en fait, tu n'en as pas un de convoi exceptionnel. Tu as la grue, après, tu as le transport du bloc qui est encore au-delà du. Genre, ça peut vraiment dépasser du camion. Donc là, tu te dis, ouais, en fait, les petits blocs ici, ils font cette. Enfin, pas les petits, mais tu as des. Par exemple, au bout des alignements de Karnak, tu as un secteur où tu n'as que des mégalithes de 60 tonnes. Tu dis, ouais, ben là, il y en a plein, quoi. Il y en a une quantité faramineuse. Et puis, c'est loin de la mer. C'est-à-dire que pour avoir été apporté, c'est une vraie logistique. Donc, bah, j'ai découvert Karnak comme ça. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment pas. Enfin, c'est vraiment pas bidon, quoi. Il y a vraiment un truc de ouf qui s'est passé là. Et après, je suis rentré de cette première découverte, donc il y a à peu près 2-3 mois, ouais. Et ensuite, ben, j'ai taillé. J'ai taillé le projet d'ici, quoi. Et, euh, et ensuite, je suis venu livrer la pièce. Et une fois la pièce installée, du coup, ça débloque forcément des interactions avec les gens d'ici. Et là, j'ai eu ben, la grande chance de faire en fait une visite privée donc la semaine dernière avec Cyril Chénaud, qui est archéologue, voilà, pour
le musée de Karnak, musée de la préhistoire, et on a fait un tour des plus gros mégalithes du secteur, et même ceux qui n'étaient pas répertoriés sur la map. Et ouais, c'est un truc de ouf, hein. C'est vraiment. C'est au-delà du possible. Et en même temps, c'est d'une quantité tellement faramineuse que ça en devient presque banal. Et, euh, et c'est magique. C'est vraiment. Enfin, c'est euh, c'est un vrai truc de ouf. C'est un vrai truc de ouf dans le sens où, en fin de compte, moi, au départ, je voyais les blocs. Par exemple, sur les alignements, je me disais, bon, ce que je trouve dingue pour ces alignements, c'est que si tu veux mettre une charpente bois sur un bloc et te suspendre entre deux blocs et faire un plancher, tu peux. Donc, tu peux très bien imaginer un immeuble sur pilotis en menhir, quoi. C'est tout à fait jouable. Moi, ça me paraît tout à fait jouable. Ce qui fait que d'un coup, tu n'as pas besoin de fondation, tu es dans un système qui est assaini, tu vois, tu es vraiment dans un confort de vie, tu es dans un sol qui est sec, etc. Tu vis pas sur la terre battue. Et enfin, c'est une des premières idées qui m'est apparue quand j'ai vu les alignements, en me disant, bah ouais, si tu veux faire une charpente sur tous ces blocs-là, tu peux, quoi. Et ça te fait un bâtiment de ouf qui est hyper confortable et sain, tu vois, à vivre en très peu de temps. Et après, justement, quand on a fait la visite avec Cyril, j'ai été complètement bouleversé, plus ou moins, parce qu'en fin de compte, euh, il m'a montré la logique de bâti de, de la cité de Karnak. C'est-à-dire que quand tu vois un dolmen, en fin de compte, le dolmen, c'est le squelette d'un tumulus. Donc, un tumulus, théoriquement, ça va jusqu'à la taille d'une petite montagne, une petite colline. Et en gros, tu as le dolmen, la chambre funéraire, et après, tu as un tas de cailloux qui est énorme. C'est tellement de logistique à bouger euh, que tous ces cailloux-là ont été réutilisés pour bâtir tous les petits hameaux autour. Et du coup, sont revenus au squelette, tu vois, du tumulus. Et quand tu arrives au dolmen complet, c'est-à-dire au couloir avec les blocs à la verticale et les dalles plates du couloir, et ben là, c'est comme si tu voyais une ruine, tu vois, d'un bâtiment, quoi. Et, euh, et c'est des blocs qui sont tellement balèzes. Il y en a, tu as des dalles plates qui font 35 tonnes, tu vois, en toute impunité. Et là, tu dis, ouais, en fait, ça, c'est juste destiné à être caché dans la maçonnerie. Et c'est juste pour être sûr que ce soit confortable. Et truc de ouf. Bah, c'est vraiment un truc de ouf. Et le truc le plus dingue, c'est qu'en fait, une fois que le tumulus est dépouillé, donc démonté, dépouillé de tous les petits blocs et que le hameau s'est construit, ben, si tu veux des blocs à peu près intéressants, de taille à peu près intéressante, tu vois, pour bâtir l'église d'à côté, faire un hôtel, par exemple, et ben là, tu vas taper dans l'allée couverte, tu vois, du dolmen, enfin du couloir, et tu vas commencer à démonter cette allée couverte pour avoir des blocs qui font 5 tonnes à la base et que tu vas retailler en bloc d'une tonne 5, tu vois, pour revendre au curé d'à côté, quoi. Et tu as plein de traces comme ça, en fait, de dolmens qui ont été exploités en carrière, tout simplement, parce que malheureusement, ils ont pas du tout hésité à exploiter la pierre pour la revendre et justement démonter ces sépultures-là. Ce qui fait que maintenant, la quantité de dolmens qu'on voit, tu vois, il y a des tumulus intacts, il y en a quelques-uns, mais sur, je sais pas, peut-être les 100 ou 200 tumulus qu'il y avait, il en reste quelques-uns, quoi. Voilà. Donc, ouais, en fait, la région, ce qui est dingue, c'est quand tu prends conscience de ça, c'est que tu arrives à comprendre très simplement que tu es face à un système urbain ultra développé il y a 6000 ans et, euh, et que c'est pas juste un petit détail, quoi. C'est vraiment quelque chose qui s'est formé sur une logique colossale.
et qui perdure encore, parce que quand tu passes à côté de certains tumulus, quelqu'un de nanti et quelqu'un qui n'a pas forcément d'affinité avec toute cette culture-là va se dire, ah bah là, c'est une petite colline. Mm. Et en fait, non. En fait, c'est chez quelqu'un, quoi. Il y a un mec qui dort là depuis 6000 ans et qui est protégé, tu vois, dans son tombeau, quoi. Et, euh, et tu vois la nature prospérer sur le tumulus. C'est assez simple et assez magnifique à la fois. C'est-à-dire que c'est une logique, et justement, en termes contemporains, qui est ultra écologique, parce qu'il n'y a il y a même pas de ciment, il n'y a rien dans la construction. Et tu vois que tu as une harmonie qui se dégage de cet espace-là, qui n'est pas du tout anodine, quoi. C'est couvert de fleurs, tu as des arbres qui ont poussé sur le tumulus, et c'est certain que la chambre funéraire, elle est intacte, quasi intacte, elle ne s'est pas effondrée, parce que justement, la logique de bâtir avec ces dalles de 35 tonnes a été étudiée pour quoi. Ben ouais, c'est une quartzite qui s'appelle la quartzite de Kaitokeino, Kaitokeino, c'est un village qui est en Laponie norvégienne, voilà, qui a une tradition lapone très très forte, dans le sens où il y a beaucoup d'élevage de rennes là-bas. Et de ce que j'ai pu lire, il y a à peu près 30 000 rennes pour 3 000 habitants. Et du coup, en parallèle de ça, il y a cette quartzite, cette montagne, cette vieille montagne en fait norvégienne, qui est connue depuis la nuit des temps. À savoir que pas très loin de Kautokeino, il y a justement des gravures qui datent de la même époque d'ici, qui sont peut-être même... non, ouais, c'est à peu près ça, c'est 6000 ans, quoi, qui sont dédiées à la culture lapone. Euh, et du coup, c'est vraiment un massif qui est à proximité de là où la quartzite est extraite. Et du coup, cette quartzite en question, elle a une utilité dans le chamanisme lapon depuis toujours. Voilà, donc c'est pas une pierre qui est anodine. Et c'est une pierre qui géologiquement est extrêmement riche, très très propice à l'émerveillement et à la contemplation, parce que justement, quand tu arrives à un état de quartzite, déjà, une quartzite, c'est une roche qui est métamorphique, donc c'est une roche qui a vécu plein d'autres vies au préalable. Tu vas avoir différentes roches, tu vois, qui vont se mélanger en même temps, dû à une friction tectonique souvent, qui va tout faire fondre à demi-degré et créer une pâte à gâteau homogène. La grosse particularité de cette quartzite-là, c'est qu'il y a un minéral qui s'appelle la fuchsite, qui en grosso modo est un mica. Donc c'est un composant, par exemple, magmatique du granit, le mica, mais le mica qui est présent dans le bassin de Kautokeino, c'est un mica qui est sorti directement du dessous de de la couche terrestre, qui n'a pas forcément eu le temps de se mélanger avec des feldspaths et des quartz pour pouvoir reformer un granit. À savoir que la première roche, en général, qui sort du magma, c'est du granit ou du basalte si c'était dans un secteur volcanique. Et donc là, on est face à une veine de fuchsite, donc de mica, qui est littéralement pure, euh, voilà, issue de l'intérieur de la couche terrestre, et du coup, qui a la particularité d'avoir une très haute teneur en chrome à l'état naturel. Donc, du coup, ça crée des paillettes un peu brillantes, et en oxyde de cuivre aussi. Donc, elle est verte, émeraude, quoi, grosso modo. Et, euh, et c'est chambé, c'est dingue, parce que c'est quelque chose qui est littéralement inconcevable à l'état artificiel, euh, et puis qui a une vraie, qui a, qui a une vraie utilité, je pense, sur l'esprit humain, pour pouvoir montrer qu'en fin de compte, en soi, c'est une œuvre d'art euh, à l'état naturel, que l'humain il peut travailler le bloc, mais rien que le bloc, il est efficacement apaisant, quoi, pour l'humain, quoi. Et c'est une leçon de géologie exceptionnelle depuis 6000 ans. Voilà. Et en plus, quand tu vas là-bas, j'avoue que la relation avec les carriers lapons est pas très bonne. Enfin, je veux dire, non, je m'embrouille. Elle est très bonne, elle n'est pas mauvaise.
Et du coup, dorénavant, moi, je peux débarquer là-bas et aller choisir des blocs plus précisément et prendre le temps de choisir les Mmh. blocs. Mais non, du coup, j'ai eu pas mal de vidéos de la carrière et tu es sur un massif qui est littéralement émeraude, quoi. Ouais, c'est un spot de ouf. Et puis, tu vois, c'est le genre de gisement où, à tout hasard, si tu tombes, si par exemple, tu as de la fuchsite qui va fusionner avec un quartz de très bonne qualité, ça te fait de la jade. Mais là-bas, quand il se trouve une veine de jade, en fait, c'est pas genre, c'est pas une veine comme ça, c'est une veine comme ça, tu vois, qui va avancer sur 10-15 mètres. C'est un gisement de jade, quoi, tu vois. Et c'est sûr, enfin, je ne l'ai pas vu de mes yeux vus, mais c'est sûr que ouais, tu as de la pierre semi-précieuse en quantité dans le massif. Ouais. Ce lieu-là, enfin, l'installation que j'ai faite, il y a une pièce centrale qui introduit le visiteur à tout ce qu'on vient d'expliquer. L'histoire locale, la géologie, la fuchsite, la jade, etc. Après, il y a un rapport à la lumière en fait qui est hyper apaisant dans le sens où il y a très peu de lumière artificielle, volontairement, juste pour éclairer une partie de la sculpture. Et ensuite, il y a un travail sur la lumière zénitale qui fait que le spectateur, lui, va avoir, euh, alors pas forcément systématiquement, mais va avoir la surprise du travail de la lumière zénitale sur des murs qui sont faits en aplat de noir avec des superpositions de noir différentes. Donc, le but, c'est de révéler la lumière au travers de la matière, justement. Et à certaines heures de la journée, en fonction des saisons, donc là, par exemple, en ce moment, donc on va arriver au mois de mai, euh, à 19h10 pétante, tu vas avoir un rayon de lumière qui va frapper dans le bloc et qui va refléter en fait le mouvement des feuilles de l'arbre qui est derrière Mmh. la, tu vois là, Mmh. ouais exactement le platane qui est Mmh. devant là, de l'autre côté de la fenêtre, sur le bloc et du coup tu vas avoir un effet d'ombrage sur le bloc de quartzite à ce moment-là qui est vraiment très fort parce que il va se mélanger avec la lumière artificielle. Euh, Ça va créer des couleurs qui n'existent pas sur les camaïeux qu'on connaît. Ça va générer une lumière qu'on ne va pas retrouver sur un écran, par exemple. Euh, et, euh, et voilà, et c'est magique, c'est vraiment magique. Après, c'est vrai que quelqu'un qui va passer à 13 heures dans la journée, il va avoir une lumière différente. Mmh. Et aussi, le point à mettre sur la lumière de 19 heures, c'est que quand la lumière frappe sur le bloc, en fait, elle, elle, elle rayonne, le bloc se met à rayonner, donc la lumière augmente dans la pièce. Mmh. Voilà. Donc, il y a une vraie recherche en fait sur le travail de la lumière zénitale au travers du médium de la pierre polie. Euh, et le, ça, c'est la partie cachée de l'installation, mais le but ultime, c'est voilà, c'est de sensibiliser le spectateur à ça, à savoir que 90% des gens vont arriver à prendre des photos avec leur téléphone et vouloir repartir. Et non, le but, c'était vraiment déjà d'être dans un endroit hyper apaisant, propice à la réflexion, propice à l'échange voilà, oral, à la discussion, et éventuellement propice à la méditation. S'il y a des gens qui veulent s'asseoir, il y a un siège de méditation qui est installé dans la pièce. Et quelqu'un qui pratique la méditation, il va titrer direct en disant ah bah ouais, là c'est vraiment un endroit où je peux me poser, quoi, oublier la pensée. Et puis voilà, quoi. Non, j'ai pas du tout anticipé parce que Mmh. souvent les installations dans le milieu de l'art urbain, c'est dans des lieux assez insolites et ça sert pas forcément à grand chose d'anticiper l'installation parce qu'il peut y avoir plein d'aléas si on planifie trop. Déjà, tu sens qu'il s'est passé plein de trucs, il y avait les murs avaient été peints les années précédentes, donc les aplats noirs sur ces fresques-là, ça crée des reflets. Euh, et c'est vrai qu'on peint avec du noir, on peint avec la lumière, très souvent. Et la meilleure des lumières, la lumière la plus colorée, comment dire, la plus généreuse
en rondeur, ça reste la lumière zénithale, quoi. Donc si on fait une installation avec une lumière blanche ou enfin artificielle qui soit blanche ou jaunâtre ou autre, sans forcément avoir de filtre devant, souvent on va avoir une émotion assez froide. Et moi, j'adore la lumière zénithale, dans le sens où, euh, allez, 90% de ma production, ça va être dédié à l'extérieur, euh, parce que justement, le reflet du soleil sur les blocs de pierre, les blocs de quartzite par exemple, c'est un effet que je recherche. À savoir que par exemple, un bloc de quartzite, quand le soleil tape dessus, c'est même pas un reflet blanc que tu vas avoir, c'est un reflet presque doré, quoi. Mm. Et ben, en arrivant dans cette pièce-là, euh, j'imaginais mal ne pas avoir ça. Et donc, naturellement, en plus, l'exposition du bâtiment est assez exceptionnelle, hein. On est quand même sur un. Enfin, je ne la connais pas précisément, mais on est sur un sud-ouest de très grande qualité. C'est-à-dire qu'on on a les couchers de soleil qui tapent Mm. plein phare, même, j'ai envie de dire, dans le bâtiment, d'autant plus au premier étage. Donc, ça me paraissait illogique de ne pas utiliser ça et de ne pas le comprendre. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure de l'installation, il y a eu une vraie découverte de cette lumière-là, de par le percement qui a été fait dans les fenêtres, qui est devenu spectaculaire, c'est peut-être pas le terme adéquat, mais en tout cas hyper, hyper belle, hyper contemplative, parce que tu arrives là-dedans le matin, c'est beau, tu restes Mm. l'après-midi, c'est super beau. Et le soir, je te dis, à partir de 19h, là, c'est lunaire. Tu as des reflets de la lumière sur les murs noirs. Rien que le reflet est une œuvre en soi, quoi. Mm. Et donc, il y a eu une volonté au fur et à mesure, d'une manière accidentelle, d'optimiser ça et de créer en fait comme des peintures de lumière sur les murs noirs, qui a été développé comme un jeu, tout simplement, un jeu de découverte. Et, et, euh, je suis très content du résultat, d'autant plus que la pierre polie a sa place, optimise encore plus ça, quoi. Voilà. Parce que, je sais pas, tu vas avoir la lumière zénithale qui va taper dans le bloc, qui va créer un reflet au plafond, qui va rebondir sur le sol, tu vois, qui est satiné à la glycéro, qui va reproduire un autre reflet, un autre endroit, plus la lumière artificielle qui va créer un noir profond, tu vois, derrière le bloc. Enfin, en fait, t'as des superpositions de lumière dans tous les sens qui en deviennent presque muralistes, quoi. Mm. Voilà. Moi, je l'ai vraiment étudié pour faire ces étirements. Enfin, moi, je me suis beaucoup étiré à cet endroit-là. Je fais un peu de yoga et tout, une fois qu'elle était terminée. Euh, voilà, j'ai réfléchi à d'autres projets. Et c'est vrai que c'est propice, de par le peu de lumière qui est, à mettre le corps dans un état relaxant, quoi. Euh, L'hypnose, c'est pas juste de dire ça, mais on peut s'en rapprocher tranquillement, quoi. Merci pour cet accueil exceptionnel, pour la découverte de cette région qui est hyper riche et vraiment incroyable et qui a une vraie histoire avec des gens qui viennent de l'autre bout de la planète, quoi, donc ça fait trop, trop plaisir.